Let's go. Aujourd'hui, on va voir justement la tier list des meilleurs canaux que tu peux utiliser pour trouver des missions. Donc, on va pas parler de conversion, rien, on est vraiment dans de l'acquisition pure. Donc, let's go. On commence par la recommandation. Alors, la recommandation, c'est globalement très puissant, surtout si t'es niché, si t'es juste parce qu'il y a un transfert de compétences qui se fait. Globalement, le seul problème, c'est que c'est pas scalable. Tu peux pas en faire à l'infini, faire recommander par un client, mais ça reste quand même très fort. Je le mettrais en A parce que se faire recommander un client, enfin se faire recommander par un client, c'est vraiment extrêmement puissant. Si on te recommande pour une mission, par exemple pour un apport d'affaires, ben tu arrives directement avec un bénéfice que tous les autres clients n'ont pas, qui est de la confiance. Et cette confiance, elle peut être transférée en fonction de la personne qui t'a placé sur la mission. Et une fois que c'est très bien fait, c'est très puissant. Le seul problème, c'est qu'on peut pas vraiment le faire en masse, mais c'est très puissant. Mais malheureusement, la recommandation de bouche à oreille, c'est des opportunités assez qualifiées, mais ça reste vraiment trop rare pour que ce soit vraiment intéressant dans un business IT pour trouver des missions longues de manière prévisible. Alors on a la pub. Pub, c'est assez intéressant parce que je le mettrais en S, mais si on regarde justement la part des business dans IT, c'est des gens qui sont en micro-entreprise ou qui recherchent vraiment une mission. Donc je dirais qu'en fait, si tu recherches une mission classique, je le mettrais probablement en C. Si tu as par exemple un modèle agence où tu vends du forfait et que ton modèle est rodé, je le mettrais probablement en S. Donc entre les deux, on va mettre du B là-dessus. C'est vraiment si t'es juste freelance classique, je ne mettrais pas. T'as peut-être moyen de faire un cambriolage, on va dire, en faisant une pub assez originale, en mode. J'ai un exemple qui me vient en tête, mais c'est les gens qui recherchaient des alternances ou quoi, qui se mettaient avec des pancartes avec écrit R recherche d'alternance dans un métro ou quoi. Ce genre de pub marche très bien, mais ça donne une image quand même qui est pas ouf. Donc personnellement, je le mettrais en B. Donc les événements et les communautés. Alors quand je dis communauté, c'est pas les communautés publiques. Ici on va vraiment parler de communautés privées, donc c'est pas un groupe Facebook ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose généralement où tu payes pour rejoindre un mastermind ou un événement en physique. Dans l'IT c'est assez fort, le seul problème c'est que tu dois te déplacer en physique déjà de 1. De 2, tu dois être bon pour pouvoir faire du tri parce qu'il y a énormément de gens qui vont être comme toi plus que de clients finaux ou d'intermédiaires. Donc en fait tu vas rejoindre énormément de tes confrères, donc il faut faire attention parce que tu peux perdre énormément de temps là-dessus. Mais ça n'empêche que si tu fais les choses bien, tu pourras trouver énormément d'apporteurs et de clients. Mais le problème encore une fois, c'est qu'on est dans l'IT et ça demande d'être extrêmement bon en termes de négociation et socialement. Donc dans les faits, c'est un très bon canal où je mettrais peut-être en A ou en S selon les industries, mais pour de freelance IT, je le mettrai en C. Relancer ses anciens clients, alors c'est tout con, mais c'est du S. Donc pourquoi? C'est la première chose que je fais quand j'accompagne des personnes. Et on me dira oui, mais non, mais c'est bon, j'ai déjà travaillé avec ce client, il va plus vouloir de moi ou quoi. On va regarder, et en fait, on signe quasiment la moitié du temps. Pourquoi? Parce que en fait, il faut se dire, pour signer des missions, le truc le plus compliqué, c'est la confiance à gagner. Et en fait, une fois que tu as la confiance, peu importe le besoin, tout est 100 fois plus facile en fait que tout est plus facile que juste en fait un client normal, parce qu'un ancien client il va pas re-signer, enfin il va pas rechigner pardon au fait de re-signer avec toi. Après bien sûr, si c'est un client que t'as pas contacté depuis 10 ans et qui t'avait pris pour un TGM de 300 à l'époque et que tu te vends à 800 maintenant, c'est un peu compliqué, mais dans les faits c'est une source de mission qui est très bien et très prévisible, que tu peux déclencher assez facilement quand tu le souhaites, par exemple à la fin d'une mission, donc c'est très bien. Donc les apporteurs d'affaires. Apporteurs, c'est très fort sur des cibles type grand groupe ETI ou autre. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, tout le monde se met à faire un peu d'apportage d'affaires, mais de manière assez mal foutue. Donc en fait, t'as juste un mec qui te vient prendre un cut et qui n'a aucune plus-value dans ce qu'il fait. Et en fait, il vient même pas te transférer la confiance là-dessus. Donc un très bon apporteur, ça serait du A. Mais personnellement, si je regarde en général sur ce que je vois sur le marché, je ferai attention, je le mettrai probablement en B. Pour moi, B, c'est ce qui est le plus logique là-dessus. Alors, plateforme freelance inbound. Donc,
Là, je sépare bien le type de plateforme en deux. Donc, le type de, pour moi, pour les freelances dans l'IT, plateforme freelance inbound, c'est S. Pourquoi? Parce que c'est le modèle qui s'adapte parfaitement à un freelance dans l'IT, dans le sens où les plateformes de freelance inbound, donc c'est les clients qui viennent à toi, tu n'es pas en concurrence avec encore des milliers de personnes, parce que même si tu l'es sur le tarif, parce qu'entre guillemets tout le monde vend la même chose, c'est pas ça qui va faire la différence du tarif, c'est juste un outil pour récolter des RDV, et les RDV tu es capable de les convertir ultra facilement, si t'es bon. Et du coup, la plus-value de les plateformes freelance inbound, c'est que ça s'accorde parfaitement avec l'emploi du temps d'un freelance IT qui ne peut pas forcément prospecter ou se comporter comme une agence à longueur de journée, parce que justement il est sur des missions longues et la plupart du temps, surtout s'il est sur une période d'onboarding par exemple, bah, il n'a pas 800 heures à donner dans ce qu'il fait. Donc le gros point fort, c'est qu'on a la flexibilité dans le sens où une fois qu'une plateforme a été vraiment bien optimisée, bah, en fait la maintenance est extrêmement faible. C'est des gens qui viennent avec un besoin qualifié, avec un niveau d'urgence qui est assez élevé. Donc c'est des gens qui sont globalement beaucoup plus faciles à signer que des gens que tu prospectes à qui tu dois faire prendre conscience des soucis. Donc pour moi c'est en parfait avec les anciens clients à aller développer en priorité pour un freelance dans l'IT. Les ESN, bon les ESN on les connaît, hein. Il y a du bien comme il y a de la grosse merde en fonction, bah en fait c'est soit S soit D hein, concrètement en fonction de l'ESN à laquelle tu tapes, mais elle reste indispensable pour moi dans le milieu d'aujourd'hui. Si tu veux un flux d'apport de mission qui est quand même assez conséquent et avec une marge de négociation qui est quand même ok, parce que généralement les clients finaux ont du budget et si tu es bon en négociation, tu peux aller négocier à deux endroits. Prendre la marge, gratter sur la marge de l'ESN et gratter sur la marge du client final, donc ça te fait des assez bonnes conditions. L'ESN, ensuite, une fois qu'elle a un besoin, en fait, une fois qu'elle te connaît, elle va te positionner peut-être sur d'autres besoins. Tu as moyen de passer avec le client final en one-one et de bypass l'ESN après certaines années si le contrat est bien fait. Donc honnêtement, si tu sais bien regarder les petites lignes du contrat et que tu connais les règles du jeu et que tu sais comment bien jouer avec eux, je dirais que c'est une très bonne source, c'est du A. Le SEO et les blogs, dans l'IT, honnêtement, c'est vraiment très peu fort, je le mettrai en D. Pourquoi? Parce que en fait on en revient au comportement d'achat d'un client qui recherche un freelance IT. C'est-à-dire que selon la typologie de client, faut comprendre les 5 niveaux de conscience marketing, mais globalement, un client qui n'est pas conscient du problème et de la solution n'ira jamais regarder un article de blog ou du SEO. Donc on est purement sur des personnes qui sont conscientes qu'il y a un problème et conscientes qu'il y a une solution. Donc il reste une minorité du marché. Mais le souci c'est que cette typologie de client-là, elle a tendance à pas regarder pendant 800 ans un blog sur le fait de recruter un développeur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va directement vous foutre une fiche de poste sur Malte ou sur LinkedIn, ou aller demander en interne s'ils connaissent pas quelqu'un, ou aller demander à une ESN ou à une entreprise référencée avec qui ils travaillent. Donc dans les faits, SEO et blog, ça me paraît assez faible. Pareil, plateforme freelance outbound, même niveau que SEO et blog. Pourquoi? Donc plateforme freelance inbound, c'est toutes les plateformes où vous devez, il y a des annonces publiques et puis vous avez un système de coins ou des trucs comme ça, de coins, où vous devez payer pour postuler à des offres d'emploi ou des trucs comme ça. Il y a quoi qui me vient en tête? Il y a genre coder.com, il y a Upwork à l'anglais, je crois que Fiverr aussi travaille comme ça. Vraiment tout ce type de plateforme là, parce que je le mettrai aussi dans le groupe genre post public sur Facebook. Pour moi ça englobe ça, c'est genre les gens qui disent ah j'ai besoin d'un développeur sur Facebook comme ça, c'est le même niveau, c'est de la grosse merde, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que vous êtes en concurrence avec le plus de gens au monde et vous êtes sur les clients les moins confortables avec qui vous allez travailler, parce que la plupart du temps c'est des particuliers ou des gens qui vont aller chercher au plus bas. C'est-à-dire que vraiment tu as deux typologies de clients, c'est que est-ce que des clients vont aller chercher au plus haut ou au plus bas. Si tu vas sur des plateformes outbound ou sur genre les groupes Facebook ou des posts Facebook en disant je veux un développeur, je sais même pas ce qu'il fait, vous allez forcément être tiré au plus bas. Cold emailing. Cold emailing, ça dépend beaucoup de votre offre, je dirais. Donc
En fait, si t'as une offre de merde, ça sert à rien. Vraiment, c'est juste, tu vas griller toutes tes chances auprès des gens. Quand je dis offre, c'est pas venir avec une offre fait packaging, hein. L'offre, c'est vous, c'est vos compétences, c'est votre parcours. Si vous avez aucun élément de preuve sociale, si vous avez rien là-dessus, ça sert pas à grand chose. Pareil, si vous avez juste un langage que le marché ne cherche pas, ça va pas servir à grand chose. Mais avec un bon parcours, c'est quand même pas mal. Donc je ne mettrai pas en OS, mais pour moi, le cold mailing bien maîtrisé, c'est du A. Prospection LinkedIn. C'est un peu la même chose que le cold emailing, mais justement sur LinkedIn. Globalement, je le mettrai. Ouais, je le mettrai aussi sur le. Est-ce que je le mets là ou juste en dessous? Pourquoi? Parce que ça marche encore. Le seul problème, c'est. Enfin, en fait, si on reprend le truc de l'IT, c'est un peu plus bas. Pourquoi? Parce que le cold mailing, c'est quelque chose que tu vas faire en beaucoup plus frontal. C'est-à-dire que cold mailing, pour moi, c'est quelque chose où tu le fais en frontal, où tu vas pas avoir sans échange pour éduquer la personne. C'est beaucoup plus fort. En fait, tu t'adresses directement à des gens et tu dis, hey, je fais ce service-là, est-ce que vous en avez besoin? Oui, vous allez griller beaucoup de gens, mais c'est un jeu de chiffres. Et en fait, ça va vous donner beaucoup de choses. Là où le problème de la prospection, c'est que même avec les meilleurs signaux d'intérêt, généralement, vous allez tomber sur des prospects qui sont beaucoup moins éduqués. Donc, en fait, c'est des prospects qui mettent beaucoup plus de temps à être warm-up. Si on reprend les 5 niveaux de conscience marketing, si c'est du niveau 1 ou 2, ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans à les faire signer. Donc, ça peut être ok, mais c'est extrêmement dur à rentabiliser pour un freelance IT parce que faire prendre conscience d'une problématique et d'à quel point c'est assez important pour que la personne se dise ah ouais mais j'ai envie de claquer 200 000 balles pour résoudre ce problème, c'est quand même assez compliqué sans avoir les contacts en interne ou quoi que ce soit. Et c'est très chronophage, mais par contre c'est un peu pareil que le code emailing, mais un peu moins fort je dirais, dans le sens où sur du frontal ça peut passer, et après le but c'est de créer de la relation et justement de la développer pour prospecter uniquement des gens chauds plutôt que de la prospection à froid. Oui, quand je dis prospection LinkedIn, je parle de la prospection à froid, hein, au même type que code emailing, pas de la prospection à chaud. Donc voilà là-dessus. Hop. Donc si tu as la moindre question sur sur quel canal utiliser, teste. Encore une fois, teste regarde ce qui te convient le mieux parmi ce que j'ai dit et concentre-toi sur une seule à la fois. C'est bête, mais ne fais pas 800 000 éléments physiques, ne fais pas un blog SEO, ne fais pas du cold mailing, va pas DM des ESN, va pas refaire ton profil mal en même temps. Ça te servira à rien parce que tu seras pas assez bon dans les compétences là pour avoir des résultats avec aucune de ces compétences, donc tu iras pas loin. Donc choisis-en une, vas-y jusqu'au fond, pousse et globalement ça se passera bien. Si tu sais pas laquelle prioriser ou tu ne sais pas comment devenir assez bon sur ces canaux et les exploiter pour avoir des missions, tu peux regarder juste en dessous, il y a un lien pour booker un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On va déterminer ce qui est le plus intéressant pour toi dans ta situation et ensuite on va mettre un plan d'action pour exécuter tout ça ensemble pour faire en sorte que tu sois justement autonome sur le sujet et que la prochaine fois tu saches exactement quelles compétences il te faut à quel moment et que tu puisses monter en compétence sur le sujet. Voilà, ciao.